accrue de revenus et une réduction des coûts avec une minimisation des risques au maximum et le respect des standards, notamment pour tout l'aspect sécuritaire des projets AEC. Alors, comment on rentre tout cela dans le BIM et comment le BIM apporte en fait… Alors, je crois que quelqu'un veut parler peut-être, ou quelqu'un veut peut-être interrompre le webinaire. En tous les cas, ce qu'on demande, si possible, c'est de se mettre en mute. Peut-être demander à l'organisateur de faire un mute all pour éviter de déranger, parce qu'il y a un enregistrement en fait qui est en cours. Merci. Donc, je ne sais pas si Zineb peut muter en fait les personnes qui ne sont pas en mute. Voilà. Oui, c'était un bruit. C'était un bruit. Ok. Alors, je continue. Donc, comment on intègre en fait tous ces challenges qui sont vécus par l'ensemble des acteurs de l'AEC, notamment au niveau du BIM. Et en fait, le BIM, c'est le Building Information Modeling, et le I de BIM, Information pour la data, est essentiel à comprendre en fait dans un cycle de projet. Et en fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on a un projet depuis sa conception jusqu'à sa mise en œuvre, sa réalisation, jusqu'à même la concession en fait de ce projet, on a énormément de données qui sont perdues. Et vous pouvez voir un petit peu dans un schéma traditionnel de conception d'un projet, on a énormément de données qui sont perdues de la phase conceptuelle au design, à la construction jusqu'à l'opération. Et le BIM, justement, apporte en fait une linéarité dans la gestion des données à toutes les phases de projet, et on transforme en fait un modèle de construction en modèle efficace. Auparavant, on travaillait d'une manière inefficace, et en fait, on limite cette perte d'information qui est en finale une perte de temps et une perte d'argent. Donc, on utilise toujours des méthodes traditionnelles, que ce soit analogique, mais on fait intervenir de plus en plus le digital pour arriver au BIM, pour avoir des modèles qui sont entièrement intelligents, avec différents niveaux de BIM, et c'est une chose que je vais détailler rapidement. Donc, qu'est-ce que le BIM? Donc, le BIM, en réalité, c'est un process qui permet d'intégrer toutes les parties d'un projet, donc toutes les parties prenantes d'un projet. Ce n'est pas que la partie design, c'est aussi les achats de matériel, la gestion des fournisseurs, les délivrables, le change management, donc comment on fait pour modifier une partie d'un projet en cours de projet. Et tout cela, lorsqu'on a toutes ces informations sur une plateforme unifiée, sur un seul modèle BIM avec des modèles agrégés de différents secteurs, on obtient un niveau de BIM non négligeable. Et en fait, il faut d'abord déjà comprendre ce que l'on fait avec des modèles BIM, parce que les modèles BIM, on les retrouve dans plusieurs industries aujourd'hui. Et dans le dénominateur commun de toutes ces industries, c'est ce que l'on fait en fait avec ces modèles BIM. Et dans un premier temps, ce qu'on fait, on visualise et on design en 3D. La plupart du temps avec du BIM, sachant que on peut faire, et là c'est vraiment l'exception qui justifie la règle, on peut faire du BIM 2D aussi, et on peut faire du non BIM 3D, pour ceux qui comprennent un petit peu. En tous les cas, quand on a un modèle BIM optimal, on va pouvoir collaborer et optimiser un projet. On va faire de la simulation de construction pour différentes choses, notamment l'aspect sécuritaire, logistique d'un projet. Comme vous pouvez voir en bas à gauche, la petite vidéo qui montre l'installation de parties de pont d'une structure. Donc, on peut simuler, bien sûr, avec du BIM, un projet comme cela.
Ce n'est pas que cela, c'est aussi la gestion de plusieurs corps d'état en même temps à travers des outils BIM pour faire du clash management, donc la gestion d'interférences, et à des modèles, bien sûr, on va dire à un niveau très tôt de projet, on peut, sans avoir construit sur site, déjà limiter comment dire, la reconstruction sur site en minimisant les interférences. On va pouvoir aussi faire du timeline, donc quand on dit timeline, c'est-à-dire la simulation de construction, donc à travers des dashboards qui seront connectés au modèle BIM pour faire de la 4D, 5D, 6D, et j'expliquerai un petit peu en quoi cela correspond. Et on va pouvoir aussi faire des simulations avancées. Avec un modèle BIM intégré complet, on va pouvoir faire des simulations ultimes de BIM. Là, vous pouvez voir un exemple, c'est une catastrophe en fait qui est arrivée en Alaska et on l'a reproduite en BIM. C'est l'un de nos clients, Parsons, et on a tout modélisé. En fait, le client est aussi le département des infrastructures et des routes et des ponts et chaussées de l'Alaska à reconstituer le modèle complet, y compris les structures, pour étudier les points de rupture, savoir où ces points de rupture vont craquer en premier, et aussi tous les réseaux secondaires, notamment gaz, avec les apparitions de feu, etc. Et ce qui a été intéressant à noter, c'est que la modélisation de cette catastrophe a été quasiment à l'identique avec ce qui s'est passé en réalité. Donc, en fait, avec un modèle BIM avancé et des données structurelles exactes, on peut reproduire en fait un jumeau numérique, et le jumeau numérique ou digital twin en anglais. Et cela montre en fait le potentiel, notamment pour toutes les compagnies d'assurance ou les organismes de certification comme vous pouvez trouver en France comme l'APAV ou Bureau Veritas qui essayent maintenant d'intégrer ces données ces possibilités de jumeaux numériques pour des questions de sécurité et de risque. Et pour revenir sur la partie design, en fait, on a deux types de BIM. Pour comprendre, on a le BIM horizontal et le BIM vertical. Et le BIM, le BIM vertical, en fait, c'est tout ce qui a une certaine coordonnée exacte dans une surface spécifiée et notamment des constructions par niveau. Donc, ça peut être une station de traitement d'eau, comme vous pouvez le voir ici, ça peut être un bâtiment. Et lorsqu'on vient placer cet élément sur un horizontal BIM, justement, donc l'horizontal BIM, c'est le contexte du vertical BIM, on obtient en fait d'autres données qui s'intègrent, notamment environnementales, au niveau de, quand je dis environnemental, c'est-à-dire le contexte qui vient entourer le projet, notamment les facteurs, les facteurs météorologiques, les facteurs aussi sismiques, par exemple, qui peuvent avoir une incidence sur le modèle BIM vertical. Donc, ces concepts sont expliqués ici. Je ne vais pas passer de temps à les traduire. Vous aurez bien sûr la présentation complète et tous ces exemples. Ici, un autre exemple au niveau infrastructure d'un modèle BIM mixé, donc avec l'un de nos clients. Donc, on a un mix de plusieurs bâtiments avec une structure linéaire qui est donc un système donc de train et avec une station ferroviaire. Et ceci est un exemple d'une structure linéaire avec des éléments BIM verticaux et horizontaux mixés sur une même maquette numérique. Donc, un petit résumé ici. Donc, horizontal modeling, donc tout ce qui est BIM horizontal, c'est tout ce qui est linéaire, calculé sur des terrains avec des latitudes, des longitudes, avec des orientations par rapport au nord. Et le BIM vertical, c'est plutôt tout ce qui est par essence vertical, mais c'est tout ce qui est construit sur des différentes vues, vue de haut, vue de côté, etc., avec des
avec des fils, avec des cotes, avec des, comment dire, des élévations et des coordonnées X, Y, Z. Donc, c'est les deux différences, c'est un peu les deux manières de différencier le BIM horizontal du BIM vertical. Et le BIM, c'est un cycle complet, donc du design du produit fini, donc que ce soit un bâtiment, un hôpital, une route, une station ou une raffinerie, à la fabrication, à la construction. Donc là, on va passer sur des modèles BIM évolués. On va faire intervenir d'autres paramètres pour la construction, à la logistique aussi. On va pouvoir faire intervenir aussi d'autres paramètres et à l'opération, à la maintenance, au facility management, à la rénovation, au revamping ou à la rétrofit. Et tout cela, en fait, lorsqu'une société rentre dans cette manière innovante en fait de créer du design au niveau engineering, va permettre de créer en fait un savoir-faire qui va se répéter d'une manière continue et qui va s'améliorer d'un projet 1 à un projet ultérieur. Et donc, la maquette BIM, elle intègre donc toutes ces dimensions. Si on prend l'exemple d'un bâtiment, on va avoir donc le contexte, donc la contextualisation de ce bâtiment, et on va pouvoir intégrer des données civiles, par exemple, et on va agréger différents corps d'état, donc la partie plomberie, réseau de ventilation, climatisation, la partie structurelle, bien sûr, en premier, avec la partie architecture. Et de ces modèles, on va extraire des choses d'une manière efficace. Donc, de la documentation, on va extraire des quantités, on va faire du phasage de projet. Du fait qu'on va agréger ces modèles, on va faire du clash detection, donc de la détection d'interférences. Et une fois que le produit fini est terminé, on va pouvoir faire de la visualisation avancée d'un modèle BIM. On va pouvoir aussi connecter des systèmes externes, notamment des ERP pour de la gestion spécifique, que ce soit, vous avez des exemples ici comme SAP, Sage, ça peut être du MS Project ou Primavera. On peut rentrer énormément de choses en fait, et on va montrer cela pour des modèles avancés de BIM ultérieurement. Ce graphique, en fait, c'est un graphique qui a été fait par une organisation qui s'est penchée sur les différentes manières d'effectuer un projet, notamment un projet plutôt traditionnel avec la courbe en noir et un projet qui a eu le bénéfice du BIM avec une courbe en vert. Et la courbe en bleu, en fait, c'est l'impact au niveau des coûts. Et la courbe en rouge, c'est plutôt les coûts du design liés au changement. Donc, on peut voir tout de suite à travers ce projet, à travers ce graphique, pardon, que en fait, plus on intègre des données à une phase conceptuelle de projet, des données avancées, notamment à l'aide du BIM, moins on aura en fait des coûts, notamment en termes de changement en cours de projet. Donc, en fait, vous avez différentes dimensions du BIM. Vous avez la 2D, la 3D, la 4D, où on va intégrer la dimension de temps, la 5D, la dimension de coût, et après, on a des levels, des niveaux de BIM qui sont très avancés. Quand on a des maquettes qui sont complètement intégrées, on va pouvoir faire de la gestion de concessions, par exemple, avec du BIM 6D pour tout ce qui est Facility Management. Et on va intégrer aussi des dimensions plutôt environnementales et d'économie d'énergie dans la dimension 7D du BIM. Et pour rapidement montrer un petit peu la valeur ajoutée ou le retour sur investissement du BIM, une étude en fait a été effectuée il y a de cela pas mal de temps déjà, où on voit qu'avec un modèle BIM, on a déjà 72% de gains en termes de prédiction des coûts d'un projet. On a aussi 85% d'amélioration de planification. Pareil, en termes de réduction d'erreurs, on a 85% d'erreurs en moins lorsqu'on adopte un projet en BIM.
et on optimise le design à 92%, donc c'est vraiment le changement est radical, et aussi on a une meilleure compréhension du projet dans sa globalité, notamment par toutes les parties prenantes, que ce soit des départements d'achat ou d'autres départements qui ne sont pas de l'ingénierie. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des BIM mandates maintenant, vu qu'il y a un énorme retour sur investissement. Certains pays ont lancé des campagnes nationales et qui adoptent déjà des mandats BIM. Donc, en fait, certains projets doivent être réalisés en BIM. Et vous pouvez voir un petit peu sur cette carte que certaines régions du globe sont assez avancées, notamment les États-Unis, le Brésil, l'Allemagne, l'Angleterre, d'autres régions qui sont plus en termes de planification, qui sont en train de mettre à jour toute leur codification et leur normalisation. Et dans un avenir moyen, on va dire, voire proche pour certaines régions, si on n'a pas la capacité de délivrer du travail en BIM au niveau ingénierie, notamment pour la construction, on ne pourra tout simplement pas répondre à des appels d'offres. Donc le BIM, c'est de la technologie, mais ce n'est pas que de la technologie. C'est bien entendu un process, donc c'est une méthodologie. C'est aussi de la technologie avec des outils, mais c'est surtout des personnes en fait. Parce que le BIM, il faut avoir un état d'esprit pour l'adopter, il faut être ouvert à l'innovation et il faut être capable en fait d'intégrer toutes ces nouvelles données et toutes ces nouvelles méthodes de travail pour pouvoir atteindre des niveaux de BIM et bien sûr participer à la transformation digitale d'une société. Donc c'est les personnes qui sont passées d'une manière traditionnelle au niveau de l'ingénierie à une manière innovante, qui sont vraiment les acteurs de la réalisation du BIM. Donc, on a énormément de travail au niveau de la culture de l'entreprise, au niveau des achats, au niveau de l'éducation des différentes parties prenantes. Il y a par exemple des job titles, des rôles en fait à créer comme le BIM manager. Il y a aussi énormément de training à apporter. Parce qu'on vient découvrir d'autres manières de fonctionner. Donc, il faut un petit peu sortir de sa zone de confort au début, mais c'est extrêmement payant à court terme. Et pour un petit peu synthétiser cela, je voulais vous montrer ce dessin qui a été réalisé par l'un de nos clients. C'est un de nos plus gros clients chez Autodesk, qui est Arcadis, basé en Hollande, et qu'ils ont des bureaux dans le monde entier et qu'ils ont un petit peu dessiné leur transformation digitale. Et là, vous pouvez voir en fait du level 0, du niveau 0, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et on peut voir que plus on monte d'un niveau à un autre, plus on a de la couleur, plus le modèle passe d'un niveau de papier à un niveau plutôt digital, avec des personnes qui sont autour. Donc, on vient pas chercher des informations chacun isolé dans son coin, dans son bureau. C'est des personnes qui se mettent à communiquer entre elles, à échanger des informations. Donc, on devient plus efficace au niveau 1, au niveau 2 encore plus, avec le modèle qui vient vraiment au milieu du projet, le modèle BIM, et qui s'exprime en fait. Le modèle s'exprime de lui-même à travers des warnings et des alertes en fait. Et après le niveau 3 de BIM, c'est vraiment un niveau avancé. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des sociétés dans l'ingénierie ne le savent pas, mais elles sont entre le niveau 1 et le niveau 2, sans le savoir, parce que du fait que les personnes ont une culture de recherche et qui savent déjà optimiser leur travail. Donc, en fait, le passage en BIM n'est pas très compliqué. C'est une chose qui est souvent rassurante, en fait, pour les sociétés qui sont intéressées à transitionner vers le BIM. Ce qu'il faut savoir aussi, une dernière chose sur ce dessin,
un élément très important. On peut voir qu'à chaque étape, à chaque transition, on a des personnes qui aident les autres. Donc, on a des personnes qui tendent la main vers d'autres personnes pour les monter d'un niveau BIM à un autre. Et c'est ces personnes qui participent véritablement à la transformation numérique d'une société. Et c'est eux un petit peu les drivers ou les vecteurs de cette transition numérique qui est extrêmement bénéficiaire pour ces entreprises. Et souvent, ce sont ces personnes qu'il faut identifier en termes de management pour leur donner justement des rôles importants au niveau de la transition numérique. Donc, j'ai fini la première partie, c'était sur le BIM. Est-ce qu'il y a quelques questions? Est-ce que certaines personnes souhaiteraient revenir sur certains slides jusqu'à présent ou est-ce que je peux continuer? Alors, je n'ai pas de réponse, mais en tous les cas, je peux confirmer que j'ai encore des bruits en fait de personnes qui. En fait, Nabil, vu que je t'ai donné la main, c'est à toi de muter tout le monde. Ah, ok, d'accord, parfait. Tu peux faire mute de ta part. Il n'y a pas de questions dans le chat box. D'accord, parfait, nickel. Merci beaucoup. Alors, je continue tout simplement. Et je me suis permis de muter quelques personnes, donc la qualité audio devrait s'améliorer. Donc maintenant, je vais parler plus d'outils. Donc notamment avec Revit, qui est la solution BIM avec la collection AEC, bien sûr, mais pour la partie building, donc construction, urbanisme, etc. Revit, qui est un outil qui est notre fer de lance chez Autodesk pour la partie BIM. Et Revit permet de faire énormément de choses. Mais ici, sur ce slide que j'ai réalisé il y a plusieurs, peut-être l'année dernière, pour un autre webinaire, j'ai essayé de synthétiser un petit peu la capacité de Revit. Et en fait, Revit, c'est donc un vertical BIM tool, donc qui permet de faire du BIM vertical, même si on a certaines features de Revit qui permettent de faire du terrain, comme le Site Designer, par exemple, qu'on peut installer comme add-on. Revit, donc, est en fait une base de données. C'est une base de données qui est équivalente, bien sûr, au BIM, parce qu'on va, bien sûr, travailler d'une manière intelligente. Chaque objet ou chaque vue ou d'autres éléments de Revit, y compris les vues, sont paramétriques. Donc, on a différents types d'extensions de fichiers, mais d'une manière simplifiée, on a des templates de projet, donc c'est des gabarits, c'est le point RTE. On a des familles Revit, ça sera des RFT. Le projet Revit sera toujours enregistré en RFT et la famille Revit sera un point RFA. Donc ça, c'est pour la partie extension de fichiers. Et en fait, Revit, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la version 2016 de Revit, on a Revit One Box, c'est-à-dire on a agrégé les 3 versions de Revit qui existaient auparavant. Avant, on avait Revit Architecture, Revit Structure et Revit MEP qui étaient vendus séparément. Et maintenant, on a, quand une personne acquérit une licence Revit, il acquérit en fait le One Box, donc il peut faire de l'architecture, de la structure ou mécanique, electricity and plumbing, donc tout ce qui est réseau secondaire de gaine aérolique, climatisation, système chauffant, refroidissant, etc. Et même la partie électrique. Et la manière de fonctionner avec Revit est identique, suivant l'industrie pour laquelle on appartient. On va dans tous les cas créer une maquette numérique qui va permettre de générer des délivrables, des vues en fait qu'on va pouvoir agrémenter, et on va pouvoir aussi extraire des quantitatifs à l'instant zéro, c'est-à-dire dès qu'on a commencé à placer des éléments, on va pouvoir effectuer cela. Et ce qui montre que Revit est un modèle BIM, c'est que là, par exemple, vous avez sur cet exemple, vous avez un seul projet en multi-fenêtrage, et vous pouvez voir que lorsqu'on vient toucher un élément, les autres vues sont dynamiques et chaque élément
est touché dans les autres vues également. Donc, à partir du moment où on modifie un élément, on vient dans une vue, que ce soit une vue de section ou une vue de dessus, ou même dans les listes, si on vient modifier la famille et on vient, par exemple, modifier la taille d'une fenêtre, par exemple, ou d'une porte, eh bien, ça vient instantanément modifier toutes les autres parties du projet, notamment les vues, les quantitatifs et autres, d'une manière instantanée. Donc, vous pouvez voir un petit peu le gain de temps qu'on a avec Revit en comparaison avec d'autres manières traditionnelles, par exemple sur AutoCAD, où là, sur AutoCAD, par exemple, on travaille plutôt avec des traits, donc c'est des objets de dessin, et modifier ces traits sera bien sûr plus long que si on le fait sur Revit. Vous pouvez voir un petit peu que tout est dynamique sur Revit. Même si on peut avoir du dynamique sur AutoCAD, c'est un autre sujet. On peut aussi faire des vues déjà dans Revit sans forcément avoir Navisworks. On peut très bien se balader dans un projet qu'on a effectué simplement avec Revit, d'une manière un petit peu primaire. Donc, certains avantages de Revit sont listés ici. La liste n'est pas exhaustive. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la dernière version de Revit, on a le design génératif qui est intégré en tant que fonctionnalité de Revit. Donc, c'est une manière d'utiliser, une manière avancée d'utiliser les capacités paramétriques de Revit, parce qu'on a un lecteur Dynamo, donc Dynamo qui permet de faire du visual scripting pour du design génératif ou de l'automatisation de tâches dans Revit. Et cela est inclus avec Revit, ce qui accélère encore plus la partie automation et gain de temps. Et cela, je vais vous montrer un petit peu, c'est mes slides d'après au niveau design génératif. On a aussi des fonctionnalités d'analyse dans Revit qui sont directement intégrées à Revit. Et ceci à travers justement des familles et des bibliothèques de familles paramétriques qui sont prêtes en fait à se connecter à différents dashboards qui sont intégrés à Revit, notamment pour la partie structure, l'analyse structurelle ou la partie sustainability, donc la partie environnementale, par exemple pour tous les choix des matériaux pour un projet, ou la partie analyse, par exemple de perte de charge ou vélocité pour la partie MEP, par exemple dans la plomberie, ou calculer des réseaux aéroliques, dimensionner des clims ou positionner des bouches d'extraction, de ventilation ou autre. Et ceci est propre à Revit. Donc, vous pouvez faire cela directement depuis Revit. Ce qu'il faut savoir aussi avec Revit, c'est que c'est le produit qui était en premier compatible avec la plateforme BIM 360 qu'on va évoquer rapidement ultérieurement. Et donc, vous pouvez directement publier depuis Revit à travers BIM 360, ce qui est un avantage considérable en fait pour tous les architectes et les ingénieurs civils notamment. Avec Revit, on peut bien sûr intégrer d'autres formats, donc que ce soit des formats DWG, des formats standards aussi comme les IFC, les PDF et d'autres fichiers Revit comme lien, un petit peu comme les références externes sur AutoCAD pour ceux qui sont familiers avec AutoCAD. On peut aussi faire des opérations d'import-export au niveau quantitatif, faire du prévisionnel en termes de quantitatif, et on peut se connecter en fait avec des bases de données externes à travers un outil qui s'appelle le DB-Link. Donc ça c'est possible. On a aussi des possibilités de rendu réaliste à travers des niveaux de détail qu'on peut directement gérer à travers en fait Revit d'emblée. Donc maintenant, je vais parler un petit peu du design génératif pour le temps qui nous reste, et après je passerai à BIM 360. Et le design génératif, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est une opportunité
d'améliorer la conception en réduisant l'effort requis pour cette conception en utilisant en fait la puissance du cloud et d'algorithmes que je vais montrer en fait, notamment Dynamo, qui est maintenant une feature de Revit en fait. Et donc la conception générative, elle permet d'explorer des solutions qui peuvent être meilleures et des options de conception, et ceci tout en tenant compte de différentes contraintes. Et ces contraintes, en fait, elles sont de plus en plus importantes à travers le temps. Ça peut être tout simplement la contrainte de temps. Vous n'avez pas le temps, en fait, de réfléchir à différentes options. Il faut tout de suite délivrer. Et justement, le design génératif vous permet de délivrer très rapidement une multitude de conceptions. Et la conception générative, elle s'inscrit un petit peu dans la vision d'Autodesk et de l'avenir du travail, en combinant en fait la pensée cognitive d'un humain avec la puissance du traitement d'un PC. Et en fait, l'humain, il restera quand même le décisionnaire et décidera du problème à résoudre, des objectifs à atteindre et des facteurs les plus importants pour résoudre ces problèmes établis. Et l'automatisation, en fait, peut aider en effet à organiser et hiérarchiser ces décisions que justement l'humain va prendre en amont. Et donc la conception générative, finalement, elle permet en fait aux architectes et aux ingénieurs de la construction une nouvelle liberté pour concevoir et aborder et satisfaire un client avec une multitude de conceptions et une réactivité qui n'aura pas pu être possible sans cette nouvelle manière de créer. Et ceci répond déjà à une première problématique, c'est-à-dire qu'en 2050, et ça c'est un fait, on sera 10 milliards d'habitants sur la planète, et les 2 tiers en fait de ces habitants, ils vont vivre dans les villes. Donc ça sera donc des villes qui vont complètement exploser en termes de démographie, avec des besoins très rapides en construction de maisons, d'infrastructures, de ponts, de routes, d'accès à l'eau, d'accès aux énergies. Et donc tout ceci, c'est un challenge qui justement peut se solutionner à travers le design génératif. Et en fait, le design génératif, il permet d'explorer des choix, plusieurs choix, énormément de choix d'une manière très rapide, mais aussi de sélectionner des choix qui sont optimaux, en fait, et ceci tout en utilisant une forme d'intelligence artificielle, parce qu'en fait, on donne ces problèmes posés au PC, qui lui va intégrer le modèle BIM et va répondre d'une manière accélérée avec la puissance du cloud pour générer différents layouts, différentes propositions, et pour chaque proposition, il va montrer les points forts et les points faibles selon la proposition. Donc le design génératif, il permet donc d'une manière quasiment instantanée, en appliquant certains facteurs, d'explorer différentes possibilités très rapidement, et c'est déjà utilisé énormément dans la conception de stades, dans la planification de projets, pour toute la partie réseau enterré. On utilise déjà le design génératif lorsqu'on vient au master planning. Aussi, ça vient avec tous les réseaux qui sont enterrés. Et je vais parler aussi d'une acquisition d'Autodesk qui a été effectuée dans ce sens incessamment sous peu. Pour faire aussi du space planning, on peut, et je vais vous montrer aussi comment on a, en fait, un de nos bureaux au Canada, à Toronto, a été optimisé avec le design génératif. Pour le facade design aussi, on utilise énormément le design génératif de nos jours. Donc, les bénéfices en fait de ce flux de travail innovant sont nombreux. Ils peuvent être résumés ici avec
la possibilité d'avoir, bien sûr, une meilleure itération en phase de conception pour une meilleure décision. Donc, c'est des décisions qui sont pilotées avec la data directement. Donc, la data d'un projet BIM est toujours l'avocat en fait de l'ingénieur pour se reposer sur des valeurs sûres et réduire les erreurs. Le design génératif permet bien sûr de réduire les pertes énormément, donc améliore le compromis avec le client, bien sûr, fait gagner du temps, réduit les coûts et élimine bien sûr toutes les tâches répétitives et les tâches qui étaient plutôt pénibles dans un projet. Ça améliore la satisfaction client. Ça, c'est une chose qui a été tout de suite mesurée après l'adoption du design génératif. Ça réduit la taille des projets, donc on est beaucoup plus rapide. Ça augmente le profit en fait, et ça réduit bien sûr le change management en utilisant l'automation. Donc l'automatisation permet de réduire tous les changements, tous les problèmes liés au changement en cours de projet. Et ça aussi retient les talents, en fait, notamment tous ceux qui… ce qu'on a pu voir, c'est que les sociétés d'ingénierie de construction qui adoptent le design génératif dans les phases de conception ont un meilleur taux d'attrait de jeunes pousses, notamment des jeunes qui sortent des écoles d'ingénieurs ou autres, qui sont très attirés par ces nouvelles manières de concevoir. Donc, une société qui a adopté le design génératif va justement intégrer tout de suite des personnes opérationnelles qui ont déjà des formations dans ce sens délivrées dans les différentes universités ou écoles d'ingénieurs. Donc, le Mars Toronto Office, comme je l'ai dit, donc c'est un use case. Vous pouvez voir un petit peu en haut à droite, c'est les différents paramètres qui ont été mentionnés dans les algorithmes à prendre en compte, notamment la productivité des collègues, la vue aussi, l'orientation des vues, le type le work style, donc le type de travail, si on est plutôt une personne introvertie ou si on aime plutôt être avec d'autres personnes et dialoguer ou autre. Donc, même ce paramètre a été intégré, l'exposition au soleil et d'autres paramètres. Un autre projet réalisé par un de nos clients, donc c'est un projet urbain. Là, vous pouvez voir différentes aussi variantes qui ont été automatisées, en fait générées d'une manière automatique, avec d'autres centres d'intérêt qui ont été intégrés dans les algorithmes via les scripts. Encore un, je vous laisserai bien sûr revenir là-dessus d'une manière apaisée, parce que je vois qu'il me reste que 10 minutes, donc je vais essayer d'accélérer un petit peu. Un autre case study, ici on avait une bêta qui était disponible, donc le projet Refinery, c'était avant la version 2021 de Revit, et aujourd'hui vous pouvez directement utiliser Revit avec des éléments de design génératif et des gabarits optimisés déjà, notamment pour toute la partie Covid, le space planning, etc. Ici, c'est une vidéo qui montre un petit peu ce qu'on a effectué dans notre bureau de Toronto, au Canada. Et c'est juste pour vous montrer un petit peu la puissance du cloud lorsqu'on l'utilise pour du design génératif. Et je vais peut-être accélérer un petit peu la vidéo, mais c'est pour vous montrer un petit peu lorsque on rentre correctement les problèmes posés ainsi que les paramètres. Donc, tous ces paramètres sont analysés un par un avec des objectifs concrets. Ceux que je vous ai parlé, par exemple, l'exposition au soleil, la chaleur notamment générée par le soleil, la luminosité, tout ce qui est sonore aussi. Et en intégrant tous ces paramètres, on va pouvoir générer des centaines de milliers de différents designs d'une manière extrêmement rapide. Et on va demander justement
à Revit et aux algorithmes de nous sortir en fait les 10 meilleures itérations possibles et on va choisir la meilleure et de cette possibilité, on va travailler pour l'améliorer, la finaliser, la peaufiner. Et là, c'est l'humain qui rentre en jeu. Mais vous pouvez voir que déjà, ce modèle, ce design a été optimisé en prenant en compte tous les souhaits et désirs de toutes les personnes qui vont travailler dans cet open space. Ici, une petite vidéo pour vous montrer une acquisition récente. Donc, c'est Spacemaker qui, eux, donc c'est une société qui a rejoint en fait Autodesk récemment via une acquisition. Et eux, ils sont dans le design génératif depuis 2016. Donc, c'est une société suédoise qui extrapole en fait le design génératif pour toutes les parties urbaines. Donc, lorsqu'une une entité gouvernementale qui est responsable de générer de l'urbanisme ou des nouveaux projets ou autres, elle veut aller très rapidement dans une conception d'un quartier ou autre en prenant en compte différents paramètres. Toutes ces tâches vont être rendues très simples avec des outils d'analyse poussés, notamment l'analyse météorologique, les vents, etc., à l'aide de Spacemaker qui a rejoint en fait Autodesk récemment. Donc ça, c'est purement du design génératif avec des possibilités qui sont illimitées et des données qui sont générées d'une manière assez impressionnante. Donc c'est ce que je voulais vous montrer. Et je finis avec la plateforme BIM 360 qui justement permet cette transformation numérique parce qu'on a énormément de vecteurs, donc l'accélération de l'adoption du BIM, des méthodes de plus en plus collaborantes, des personnes qui sont éloignées, qui travaillent chez elles, qui travaillent en remote ou en hybride distancing, notamment avec la pandémie actuelle, et aussi les différents outils qu'on a aujourd'hui. On ne travaille plus avec des PC ou des laptops, on travaille aussi avec des tablettes, avec nos mobiles. On est très mobile et on souhaite être efficace avec tous les outils qu'on a sous la main. Et les outils qu'on avait auparavant, donc que ce soit des repositories traditionnels genre SharePoint ou FTP ou des disques serveurs ou un basique cloud storage comme OneDrive ou Dropbox ou autre, toutes ces solutions, en fait, elles n'étaient pas orientées AEC et elles servaient, bien sûr, elles ont permis une certaine amélioration de la communication, mais elles n'étaient pas justement designées pour nous, en fait, les acteurs de l'AEC. Et en fait, certains éléments, notamment la data qui était capturée, là c'est des métriques au niveau des données, c'est des études officielles, notamment toutes les données sur un projet qui ont été capturées, 95% de ces données sont perdues, donc ne sont pas utilisées. Les coûts de reconstruction dans l'industrie de la construction peuvent atteindre ou ont atteint 15 milliards de dollars en une année. Donc c'est énorme en termes d'impact environnemental notamment. Et d'autres métriques que je vais pas décrire parce que je vais accélérer. Vous aurez accès à toutes ces données qui ont justement suscité ou qui ont justement suscité la création de cette plateforme, notamment BIM 360. Donc là ici vous avez une illustration de la méthode traditionnelle d'effectuer donc un PC, on installe un logiciel, on génère des fichiers, et on va sur Internet. On avait une collaboration qui était primaire, mais qui fonctionnait quand même. On commençait à faire du BIM avec des serveurs, on générait énormément de choses. Donc, ça crée énormément de flux de travail avec des protocoles sécuritaires
spécifiques par rapport à des serveurs qui augmentaient, on se connecte en VPN, on intègre d'autres personnes, d'autres départements, on intègre des contractants, des sociétés extérieures. Donc tout ceci a commencé à complexifier en fait les prérequis serveurs souvent établis, notamment sur des solutions standards, genre Windows Server ou autres. Et c'est pour cela en fait qu'on a dématérialisé toute la partie IT, toute la partie infrastructure IT pour la partie ingénierie et design. On l'a dématérialisé avec la plateforme BIM 360, qui est une solution de centricité de la data et qui permet en fait de simplifier en fait l'ensemble des tâches liées à la synchronisation d'informations, donc l'échange d'informations, comment on récupère une information, on l'échange et comment on la partage, avec toute la partie qui nécessitait des administrateurs, notamment pour la partie versioning, la visibilité, comment dire, les échanges de données. Donc on n'utilise plus de mail, etc. Donc c'est configurable, c'est flexible. On a différents types d'entrées. C'est connectable avec des API. Ça, je vais vous le montrer aussi. Et on peut aussi intégrer des systèmes externes, notamment dans la construction. Donc, BIM 360 repose sur BIM 360 Docs, qui est le Project Data, et on va pouvoir additionner des modules du design à la préconstruction. Donc, la préconstruction, c'est plutôt anglophone, on va dire. On n'a pas trop, pour ma part, dans la partie francophone, on parle pas trop de préconstruction. On parle plutôt de préparation de chantier, plutôt pour la partie francophone. Ensuite, on a l'exécution, donc la coordination avec tout l'aspect sécuritaire, et aussi l'opération et comment dire, la vie, en fait, la vie du produit fini, donc le commissioning jusqu'à sa maintenance, etc. Donc toute la data en termes de design va être consommée dans BIM 360 Docs, donc n'importe quel type de données, que ce soit de l'Autodesk ou autre. Et on va pouvoir aussi analyser d'une manière automatique via des dashboards comme Insight, par exemple, qui vient avec BIM 360 Docs ou Project Home. Ce qu'il faut savoir, c'est que BIM 360 a été fondé sur Forge, qui est un open source pardon, qui permet de connecter des applications tierces via des API. Donc, en fait, on unifie l'ensemble de la data d'un projet avec BIM 360, et on a différents packages. Donc, BIM 360 Docs avec la partie administration, qui est un package, et ensuite on a d'autres modules qui viennent se greffer à Docs. Donc là, pour la partie collaboration avec Design, pour la partie coordination avec Coordinate, et pour la partie opération, maintenance avec Build, pour aller très vite. Et là, déjà, le module primaire, donc BIM 360 Docs, apporte déjà la possibilité de faire du document de contrôle, donc du contrôle de documents. On peut publier énormément de types de fichiers, que ce soit de l'AutoCAD ou autre. On peut faire des revues rapides avec des markups directement sur BIM 360 Docs. On peut gérer des problèmes. Bien sûr, ça supporte la 2D et la 3D sans avoir besoin d'une capacité graphique énorme. On peut tout de suite ouvrir un modèle complexe sur son iPad, par exemple, sur son iPhone, il n'y a aucun souci. On a accès aussi à la metadata des projets, ce qui est quand même un avantage considérable. Et comme je l'ai dit, Mobile Access, donc à travers Android, iOS ou Windows Phone, on peut accéder. Version Control est automatique, donc les versions de tout ce que vous mettez dedans s'incrémentent d'une manière automatique. Ensuite, on a BIM 360 Design. Donc, qu'est-ce que BIM 360 Design? Pour savoir, Design, c'est plutôt la collaboration. Auparavant, on avait une collaboration qui était plutôt primaire, où on avait des utilisateurs qui
notamment pour Revit, travaillait sur un fichier central et synchronisait avec un fichier central. Ensuite, on avait une collaboration qui était un peu plus évoluée avec plusieurs serveurs, notamment avec la naissance du Revit Server, qui permettait justement de connecter plusieurs intervenants de différentes localisations. Et ensuite, on a eu BIM 360 Design, donc un modèle, c'est un petit peu un Revit Server sur BIM 360 qui permet d'accélérer cette collaboration. Donc, on travaille en temps réel sur Revit avec BIM 360 Design. On peut être différentes sociétés qui travaillent sur le même projet, des contractants avec des permissions différentes et autres, gérés par un administrateur. Et on peut aussi travailler avec Civil 3D, donc Autodesk Civil 3D et plus récemment AutoCAD Plant pour tous les projets plutôt piping, oil and gas. Pour la partie Revit, notamment pour la construction bâtiment, on va utiliser BIM 360 Design qui comprend Docs, donc Document Management. On va faire de la coordination de fichiers, de l'agrégation de modèles et on va générer des problèmes et de la revue de projet. Revit Cloud Worksharing, ça c'est compris dans le design. On va pouvoir justement collaborer et faire de l'avancement de design d'une manière collaborative et faire des publications, publier des packages ou des sets, que ce soit du Revit ou autre, et on va pouvoir comparer visuellement différentes versions ou différents design, que ce soit de l'Autodesk ou autre, de la même façon, des IFC par exemple. C'est un peu la même manière de fonctionner avec Civil 3D, sachant que Civil 3D c'est plus infrastructure et Plan 3D aussi qui est plus plante. On a une collaboration dédiée pour Civil 3D et plante et on a des présentations justement dédiées à ces deux produits. Pour revenir un petit peu sur la partie Revit avec BIM 360 Design, donc là vous avez le workflow complet d'itération de projet où on va d'une manière très simplifiée, on va se connecter en fait à une base de données qui est en ligne sur BIM 360 Docs et on va récupérer le travail des autres et uploader, on va charger en fait son travail. Donc on a une itération ininterrompue entre les utilisateurs et cette manière de travailler et l'adoption de BIM 360 Design s'est accélérée énormément, notamment cette année et l'année passée avec la pandémie. BIM 360 Coordinate, c'est un module aussi qui est plus un espèce de Navisworks sur le cloud qui permet de démocratiser la coordination. Donc, on avait une manière de coordonner plutôt traditionnelle sur Navisworks où on avait des coordination meetings où il y avait un BIM manager qui justement assignait notamment des clashs, des interférences pour les régler à un stage conceptuel. Et avec BIM 360 Coordinate, on révolutionne un petit peu la manière de coordonner tous les acteurs du projet. Parce qu'en fait, la coordination se fait quasiment d'une manière automatique. Donc, c'est assez intéressant. Voilà un exemple d'une petite vidéo qui montre un petit peu comment Model Coordination fonctionne et comment on gère les clashs. Donc là, vous avez par exemple une matrice de projets Revit là, qui sont montés. Vous pouvez voir tous les clashs d'une manière visuelle. Vous pouvez les faire apparaître sur le viewer. Vous pouvez les sélectionner. Vous pouvez créer des issues, donc des problèmes directement depuis ces clashs et les échanger, dialoguer avec les autres membres du projet, que ce soit des personnes de votre équipe, si vous êtes de l'équipe structure, ou d'autres personnes qui sont dans d'autres équipes, par exemple la partie HVAC ou la partie architecture ou autre. Donc, c'est assez intéressant de comprendre un petit peu BIM 360 Coordinate et on a aussi une présentation complète là-dessus si jamais. Build maintenant, c'est le troisième package qui permet plutôt de faire de la gestion de patrimoine
comment dire, patrimonial, c'est plutôt de l'opération, gestion d'opérations sur site, donc du quality control. On peut faire du issue management, donc du management de la gestion de problèmes, de la gestion sécuritaire. On peut faire des rapports journaliers. On peut faire de la traçabilité d'informations. Et on a aussi de la traçabilité d'éléments envoyés, donc des submittals. Donc c'est aussi un module de BIM 360 qui permet vraiment de digitaliser complètement les échanges entre, par exemple, un prestataire sur site et une personne qui aurait la garantie de la concession d'un bâtiment, par exemple, d'une manière entièrement digitale. On peut effectuer donc différents types d'opérations, que ce soit des RFI, des demandes d'information, ou des statuts gérer des statuts de problèmes avec des deadlines, etc. Donc cette solution a été adoptée d'une manière très positive par toutes les personnes qui sont en charge de livrer des bâtiments très rapidement, par exemple. Pour finir, des intégrations. Donc, BIM 360, comme on l'a dit, est sur Forge et on peut connecter d'autres systèmes. Là, vous avez un lien que vous aurez aussi avec la possibilité d'intégrer des systèmes externes qui ont été effectués soit par des startups ou des autres sociétés, des ERP par exemple, SAP pour en citer certains, qui ont mis en ligne. Et on a maintenant tout un écosystème en fait cette capture d'écran est assez vieille maintenant. On n'aurait pas assez de place en fait, même si on diminuerait en x10 l'ensemble des API et des connecteurs disponibles sur Forge. Ça s'est énormément démocratisé. Une petite information sur les serveurs. On a la possibilité depuis mai 2019 de stocker sa donnée sur des serveurs européens, notamment pour la partie GDPR compliance et pour répondre au Patriot Act aux États-Unis. Certaines sociétés, notamment en France, ont demandé que les données soient intégralement disponibles depuis des serveurs européens, donc notamment à Dublin. Et lorsque vous créez votre hub BIM 360, vous avez justement la possibilité de choisir si c'est un serveur US ou un serveur Europe. Et donc, bien entendu, l'ensemble de nos clients qui étaient en Europe ont créé un hub en Europe ou ont migré leur data en Europe. Pour finir, des ressources, je vous ai mis aussi des slides Learn BIM 360. Donc là, vous avez des cours en fait gratuits qui sont très courts, ils sont très bien faits, ils durent à peu près 15 minutes. À la fin, ça finit avec un petit test, un petit examen pour savoir si vous avez bien répondu à toutes les questions. Autodesk Health Dashboard, ça vous permet de connaître le niveau des services en ligne. Autodesk University Online, donc ça c'est vraiment une ressource que je recommande à toutes mes présentations. Vous pouvez sélectionner par produit et là vous avez directement une application de nos logiciels à travers des clients ou des personnes qui réalisent des projets. Donc c'est vraiment une source d'inspiration énorme. Autodesk University, vous avez énormément de classes sur BIM 360, sur le design génératif, sur le BIM. Donc je recommande énormément. Autodesk Group Network aussi, vous pouvez souscrire gratuitement. Vous pouvez savoir ce qui se passe dans la communauté d'un certain logiciel ou d'un certain produit. Et donc je vous recommande. Je suis d'ailleurs un des leaders de Autodesk Group Network. Et je vous ai mis aussi des ressources sur Revit. Donc énormément de ressources. Donc vous cliquez sur la page, vous avez accès à des cours, des téléchargements spécifiques, du support, des forums. Là, je vous ai mis des liens que j'ai un petit peu taylorisés pour vous, donc des classes que j'ai sélectionnées d'Autodesk University, Autodesk Design Academy aussi, un site où vous avez énormément de ressources Revit pour les étudiants ou pour les professionnels, des chaînes YouTube.
vous avez aussi Autodesk Screencast. PNID Modeler aussi, c'est quelque chose qui m'a été demandé. C'est une manière de connecter en fait un produit qui n'est pas Revit à Revit. Donc c'est AutoCAD PNID pour toute la partie piping. Et là, vous avez des ressources. Et je vous ai mis énormément de slides sur les dernières features de Revit avec les améliorations, notamment les améliorations en termes de plateforme. Avec, je vous ai parlé du design génératif, donc Dynamo 2.6 qui est installé par défaut avec Revit. Comment on crée des nouveaux nodes maintenant dans Revit depuis la version 2021.1 et ainsi de suite. La gestion des unités qui s'est améliorée aussi. Certaines fenêtres qui peuvent être reparamétrées. On a aussi une interopérabilité améliorée avec des systèmes externes comme Rhinoceros ou SAT. Le built-in STL Export, Revit Cloud, enfin, énormément de choses au niveau de la plateforme en elle-même. Ensuite, on a énormément de choses au niveau architecture aussi, au niveau structurel, au niveau MEP. Et voilà, donc je suis désolé, j'ai pris un peu trop de temps. Et maintenant, c'est le temps des questions. Si vous en avez, on peut prendre 5 minutes en espérant que je vous ai pas fatigué avec tous mes slides. Merci beaucoup, Nabil. S'il vous plaît, veuillez rendre Zinab host afin qu'elle puisse gérer les questions. D'accord. Nabil, si tu peux juste cliquer sur right-click on my name et tu me nommes aussi, s'il te plaît. Merci. Pas de souci. Alors. Ce qui est incroyable, c'est que je ne te retrouve pas dans la liste. Ah, c'est PR Media, en fait, c'est ça peut-être. Oui. Ok. Make host. Voilà, c'est fait. Merci. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, c'est le moment. Je vais ouvrir le chat. Tu peux voir si tu as déjà reçu des questions sur le chat au fur et à mesure. Oui. Okay. Justement, parce que c'était en privé. D'accord. Alors j'ai reçu des questions en privé, notamment sur la possibilité de recevoir ce PDF. Oui, bien sûr, je vous enverrai, j'enverrai à Zineb et à Mike la présentation, comme ça vous pourrez la transmettre, il n'y a aucun souci. Certaines personnes m'ont dit aussi qu'il n'y avait pas de souci avec l'anglais, ce qui est bien. J'aurais presque pu la faire en anglais intégralement. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, plutôt… N'hésitez pas à poser vos questions. Oui, alors maintenant, j'ai rendu le chat public, donc n'hésitez pas à poser vos questions directement sur le chat. Alors, nous avons reçu une première question de chez Selma qui demande si vous pouvez leur envoyer les liens pour les cours Revit Online pour les architectes. Oui, bien sûr, pas de souci. Je note cela et je passerai par Mike qui enverra tout cela aux personnes invitées. Pas de souci. Alors, une question de Faisal qui demande si vous pouvez nous parler encore plus du PNID dans le domaine hydrocarbures. Oui, bien sûr, je peux. Pour cela, il faudrait que je passe sur une autre présentation. Mais c'est une présentation en elle-même. Oui, pour Power Plants, Plant Design, exactement. Plant 3D and PNID. We can schedule later on a presentation or a webinar on this. Voilà, exactement. Mais si je peux aller très rapidement sur PNID pour répondre. Donc, en fait, PNID… alors, attendez, là, je switch vraiment sur une autre présentation. Vous avez, en fait, avec la collection AEC, la possibilité de faire du process pipe avec un toolset d'AutoCAD. Et là, vous avez très rapidement
ce à quoi ressemble PNID. Donc, c'est une manière intelligente de créer des schémas de procédés piping avec des bibliothèques par défaut installées. Et donc, en accélérant un petit peu, vous pouvez voir que pour les personnes qui sont familières avec AutoCAD, c'est très simple à utiliser et c'est du BIM. C'est compatible avec MS Project, avec MS Project et MS Suite. En général, vous pouvez faire de l'import-export sur Excel, notamment ici en exemple. Et donc, vous créez votre schéma de Process and Instrumentation Diagram d'une manière intelligente. Ensuite, sur plan 3D, vous allez donc générer tout ce qui est équipement. Vous avez un module, un équipement builder. Vous pouvez utiliser aussi Inventor pour simplifier les géométries d'un équipement. Ensuite, vous allez faire du pipe routing en partant du PNID. Vous allez en 3D générer donc le piping et ensuite vous allez faire la structure. Donc vous pouvez utiliser Advanced Skills d'une manière intelligente et après vous allez faire des délivrables en fait. Et c'est toute la puissance d'AutoCAD Plant. Vous allez générer d'une manière automatique tous les isométriques et c'est paramétrable. Et vous pouvez aussi faire des General Arrangement Drawing, donc tout ce qui est layout. Et vous pouvez extraire aussi d'une manière instantanée, à partir d'une vue ortho, l'ensemble du matériel d'une manière instantanée. Et donc voilà, ça c'est vraiment un aperçu d'une des présentations que j'ai sur PNID. Voilà. Mais ça, c'est vraiment un sujet en lui-même, quoi. Mais merci pour la question. Et je donnerai à Mike certains éléments pour qu'il puisse vous présenter tout cela d'une manière plus poussée. D'accord, merci. Alors, toujours Faisal qui demande si on peut lui confirmer qu'il est compatible avec des logiciels Process Pro 2 ou HYSYS. I don't know if it's pronounced this way. HYSYS, yes, Aspen HYSYS, n'est-ce pas, Nabil? Ouais. Alors pour cela, je prendrai quand même cela avec des pincettes. Ça dépend ce qu'on veut faire en fait. Là, c'est vraiment au cas par cas. Il faut se positionner sur le but de la compatibilité entre les deux, parce qu'il y a beaucoup de passerelles et de bridges en fait entre les systèmes qu'on peut utiliser. Mais ça dépend ce qu'on veut faire en fait, notamment. Donc c'est très important de savoir le but. Voilà. Alors, une autre question. Qui dit qu'il est ingénieur en développement informatique et qu'il a une longue expérience en développement de systèmes réseau, mais il n'a jamais travaillé sur Autodesk ou autre. Est-ce que c'est possible d'apprendre BIM? Combien de temps ça va prendre? Par quoi commencer? Mon objectif est d'assurer des formations ou en tant que prestataire. Alors, moi, ce que je peux dire, c'est que une personne qui connaît l'environnement informatique, qui est programmeur, sera très performant en fait sur le BIM. Pourquoi? Parce que déjà, il va adopter tout de suite une manière digitale et innovante, à contrario des personnes qui ont une manière traditionnelle et qui sont dans leur zone de confort et qui ont un peu du mal à changer leur état d'esprit, premièrement. Deuxièmement, on a de plus en plus de prérequis en termes de programmation pour les BIM managers. Et un super BIM manager, c'est quelqu'un qui connaît l'industrie, qui connaît le métier de la construction, etc., mais qui aussi a des compétences en termes de programmation et qui va permettre justement avec ces skills, ces compétences de programmation, va permettre d'ajouter cette flexibilité de connexion entre différents systèmes. Il va avoir des idées de développement, etc. Donc, on a de plus en plus dans les ingénieries évoluées avec des modèles BIM avancés, des personnes qui sont plutôt des programmeurs ou des informaticiens qui planchent sur les moyens de sortir efficacement les données des modèles BIM. Donc oui et 3 fois oui. Je vous recommande d'aller de l'avant. Merci Nabil. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas à nous écrire sur le chat.
En tous les cas, s'il y a d'autres questions qui viennent ultérieurement, n'hésitez pas à les transmettre à Mike ou à Zineb. Je les prendrai volontiers. N'hésitez pas à me contacter aussi en direct, il n'y a pas de souci. En tous les cas, moi, dans 5 minutes, je vais devoir passer sur autre chose, malheureusement. Mais en tous les cas, c'est vraiment gentil de voir que vous êtes tous présents du début jusqu'à la fin. Ça fait vraiment plaisir. Et j'espère que vous avez appris un petit peu avec la présentation et que ça a justement attiré votre curiosité sur des manières autres de travailler, d'autres systèmes et d'autres produits. Merci beaucoup, Nabil. Je pense que tout a été clair. Yacine qui redemande s'il existe des trainings. Pour faire des trainings, existe-t-il une version de démo? Oui, voilà. Alors on peut installer une version trial de 30 jours, n'importe quel produit Autodesk. Donc ça, c'est possible. On a aussi des training centers et des sociétés, des partenaires en fait qui sont déployés un peu partout dans le monde, qui travaillent avec nous pour justement délivrer du training, du consulting, de la montée en puissance BIM, etc. Et Bluetech et Mike en fait partie. Donc lui aussi a tout son réseau pour la partie training, donc il n'y a pas de souci pour cela. Toujours Yacine qui demande si vous êtes présent au Maroc. Non, je suis présent à Dubaï, mais je dois me déplacer au Maroc dès que possible. Et je tiendrai au courant, bien sûr, Mike et certaines personnes qui sont au Maroc lorsque je viendrai. Et je rencontre volontiers n'importe qui pour discuter de ce domaine. Il y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Une dernière question peut-être qu'on va prendre de Philippe. Qui dit qu'il est futur ingénieur en génie civil et du coup, comment procéder à une élaboration de BIM dans le domaine infrastructure? Alors, déjà, la partie infrastructure, elle nécessite quand même des compétences métiers poussées pour pouvoir, bien sûr, savoir comment une route se construit, comment un pont se construit, une infrastructure routière ou ferroviaire ou autre. Donc, une personne qui étudie le génie civil appliqué à ces différents éléments qui sont très demandeurs, très demandeurs de BIM en général, parce que c'est des ouvrages d'art qui nécessitent des garanties plus que décennales. C'est souvent sur 50 ans ou 100 ans qu'un pont ou une route, enfin un pont en général, c'est garanti au moins 50 ans, si ce n'est pas plus aujourd'hui. Et donc le BIM, comment intégrer le BIM? Moi, est-ce que dans une étude infrastructure, génie civil orienté infrastructure, moi je dirais dans un premier temps, c'est de comprendre en fait toutes les données critiques en fait d'un projet BIM pour infrastructure. Après, il y a les outils et vous allez voir que dans certains outils, on va traiter ces données critiques, que ce soit en réseau enterré, urbanisme, enfin tout ce qui est toute la partie infrastructure, ouvrage d'art, etc. Il y a des outils, notamment Civil 3D ou InfraWorks pour la partie Autodesk, qui répondent à toutes ces problématiques. Donc voilà, moi je recommanderais bien sûr d'essayer de capturer au maximum les tenants et les aboutissants de cette industrie, les problèmes, les challenges, l'historique aussi de cette industrie, les grands acteurs. En fait, en France, on est un petit peu des pionniers. Vous savez, quand il y a très peu de pays au monde qui savent, par exemple, creuser des tunnels de plus de 3 km et la France en fait partie. Donc, déjà, juste en France ou en Europe en général, on a vraiment une source de savoir-faire énorme en termes d'infrastructure. Donc, je recommande bien sûr les outils, l'historique de savoir-faire,
les challenges et après, essayer de convertir tout ça en data. Et si vous arrivez à faire cela, ben vous serez vraiment avancé en BIM pour l'infrastructure. D'accord. Nabil, thank you so much. Since you still have only 1 minute, I will leave my email in the chat box, and if anyone has a question, he can send us an email. What do you think? Yeah, okay. Exactly. Yeah, for sure. No merci beaucoup, Nabil, pour cette présentation magnifique. C'était très intéressant et bénéfique. Merci, Zinab. Merci, Manal de Robobot. Nous, en tant qu'Autodesk, Autodesk, Bluetech et Robobot, nous sommes toujours là pour vous soutenir et créer ensemble de nouvelles réussites. Merci beaucoup, Nabil. Merci, Manal. Merci, Zinab. Merci tout le monde. Merci à toi, Mike. Merci, Zineb. Et merci à vous tous. Merci à tout le monde. Merci à vous tous d'avoir participé. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.